semblerait qu'il y ait une nouvelle branche vaccinale qui se développe, qui soit entre guillemets plus moderne, qui soit les vaccins à ARN, ce qu'on appelle les vaccins OGM. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, c'est effectivement dans le contexte d'urgence qui est celle de ce qu'on nous fait avaler comme une crise sanitaire, voilà, eh bien, on a développé en urgence des vaccins. Et quand on développe en urgence des vaccins, il y avait une nouvelle technologie qu'on n'a jamais utilisée chez l'homme, qui est le vaccin ARN, mais qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Donc effectivement, du coup, qui peut répondre à la production plus massive de doses de vaccins. En quoi il diffère des vaccins traditionnels? Et est-ce que plus simple veut dire plus sécurisé? Plus simple, parfois, n'est pas forcément positif. En l'occurrence, l'ARN est l'ARN, c'est la molécule qui est à la base de ce virus. Justement, c'est ce qu'on détecte par les PCR et sur lesquels on fait dire tellement de choses. C'est pas l'ADN qu'on détecte? Alors, c'est l'ADN qu'on amplifie. C'est l'ARN qu'on détecte parce qu'il y a une étape intermédiaire qui fait qu'on le passe en ADN pour pouvoir faire le staphyloboss. En fait, si je passais sur l'ARN, je ne ferais rien avec mon staphyloboss, ça serait transparent, alors que si je passe sur l'ADN, ça passe. Donc en fait, j'ai fait une étape de faire de l'ARN en ADN. Une transcription. C'est ce voilà, que fait l'ARN. C'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Et donc, l'ARN est un état intermédiaire de molécules entre l'ADN et la protéine. Et donc, de ça de très intéressant, c'est qu'il interfère avec des tas de molécules et notamment avec ce qu'on appelle les micro-ARN, par exemple. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où vous mettez un ARN, ben cet ARN lui-même peut devenir un piège, un micro-ARN. En fait, les conséquences moléculaires d'un ARN, c'est extrêmement difficile de les prédire parce que y a trop de niveaux où l'ARN peut intervenir. Une protéine, en soi, elle ne peut rien faire que si elle a une copine et à ce moment-là, déclencher des cascades. Un ARN, c'est bien plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il peut déclencher des cascades parce qu'il peut interagir avec plein de molécules. Donc, un vaccin à ARN peut interagir avec plein de molécules. Et donc, en fait, il y a l'intention qui est de dire je veux provoquer une réaction par la cellule qui va faire que il va y avoir un effet vaccinal du vaccin. Ça, c'est l'intention, c'est théorique. C'est un peu comme tout à l'heure, je vous disais, si j'avais construit le SRAS-CoV-2, théoriquement, je me serais attendu à beaucoup plus de morts qu'il n'y a eu. Et bien là, de la même façon, la théorie fait que je peux m'attendre à un potentiel vaccinal. La connaissance par les gens du monde de l'ARN savent que quand vous allez mettre un ARN dans la cellule, vous n'en êtes plus maître parce que il se passe plein de choses. Pourquoi? Parce que déjà dans la cellule, il ne faut pas se l'imaginer statique, elle est tout le temps pareille, elle a tout le temps le même nombre d'informations, etc., etc. Et donc effectivement, vous déclenchez des cascades extraordinaires. Tout l'intérêt de travailler sur les micro-ARN comme je faisais, parce qu'effectivement, vous déclenchez des cascades d'effets incroyables et multiples. Alors qu'en général, la protéine, vous êtes plutôt sur une cascade, 2 cascades, 3 cascades, mais c'est un nombre de cascades un peu plus limité. C'est un outil beaucoup plus puissant. On le maîtrise à 100% ou pas? Comment voulez-vous le maîtriser puisque vous ne connaissez pas les acteurs avec lesquels il va interagir dans votre cellule? Donc on sait à l'avance qu'on ne pourra pas maîtriser l'ARN.
par définition. En plus, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des collègues qui ont fait une publication là sur l'ARN au niveau de la fameuse séquence S dont je vous parlais tout à l'heure. Et ils ont montré, alors c'est du théorique, c'est du computationnel, mais logiquement, il y a une partie qui doit arriver, que cet ARN au niveau de S, c'est-à-dire l'intention des vaccins actuels, c'est-à-dire ce que développent les laboratoires actuellement, est capable d'interagir avec des petites séquences d'ARN qui ont un impact notamment sur l'olfaction, sur l'odorat, et donc des choses qui ne sont évidemment pas neutres. Et donc, à partir du moment où on sait que théoriquement, elles peuvent interagir avec ces séquences-là, enfin voilà, on devrait être. On ouvre une boîte de Pandore, et c'est pour cela que jusqu'à présent, s'il y avait eu des tests en phase 1 de vaccins ARN, il n'y avait jamais eu de commercialisation de ces vaccins OGM. Donc c'est juste de dire que ces vaccins, cette technologie, elle modifie notre génétique, notre ADN, elle va au plus profond de nos cellules. Une information nucléique, c'est le but d'une information nucléique, c'est qu'elle apporte une information. Les autres vaccins, ils apportaient les éléments. Si vous voulez, une façon de le dire, ça serait, vous avez le disque dur, c'est l'ADN, vous avez les applications et les disquettes, c'est l'ARN. Et puis vous avez l'ordinateur, c'est la protéine. Et avant, les autres vaccins n'avaient pas les disquettes, n'avaient pas d'ARN. Et donc voilà, exactement. Ils mettaient un virus atténué pour voilà, que le corps lui-même exactement, travaille. Voilà. Et alors, les vaccins, j'attire quand même votre attention sur le fait que les vaccins qui sont basés sur des virus actuellement sont des vaccins qui sont construits sur des chimères. C'est-à-dire où on prend notamment l'anthrax comme un espèce de squelette à apporter les informations, ou la rougeole. Comme un véhicule. Comme un véhicule, exactement. Voilà. Et donc là, à nouveau, on est, encore une fois, dans un domaine totalement apprenti sorcier. Mais comment en serait-il autrement, puisque dans les délais impartis en gros 1 an, puisque l'OMS nous a préannoncé le programme, puisqu'ils nous ont dit qu'en mi-2021, nous pourrions envisager la vaccination généralisée. Ça, c'est donc voilà, c'est du jamais vu. C'est-à-dire que il n'y a jamais eu de tout temps de l'histoire du vaccin. On n'a jamais. 15 ans, un vaccin. Oui, c'est ça, exactement, 10-15 ans. Et d'ailleurs, du coup, il n'y a pas eu de vaccin ni pour le SRAS ni pour le MERS. D'accord. Alors qu'on était sur des taux de létalité, encore une fois, beaucoup plus importants. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une régulation naturelle qui se passe, en fait. On ne peut pas envisager un virus sans envisager les autres virus qui existent. Il y a une espèce de... On serait tous des cobayes. Donc, alors... D'ailleurs, l'INSERM cherche 25 000 volontaires. 25 000 volontaires, absolument. L'INSERM a lancé un test. Alors, le mot cobaye, effectivement, on n'a pas l'habitude de l'utiliser chez l'homme, et donc au risque de choquer des gens, je ne vais pas le faire. Cependant, c'est totalement expérimental, et avec des vaccins qui n'ont jamais été, des types de vaccins qui n'ont jamais été commercialisés auparavant. Voilà. Pour finir, qu'est-ce que vous diriez aux Français qui sont toujours inquiets de ce qui se passe, et qui se posent des questions et qui sont abreuvés de stress médiatique? Déjà, il faudrait quand même qu'ils se déstressent. Je pense que à partir du moment où on connaît la réalité, on est moins stressé. Notre réalité de cela, c'est que finalement, on nous a dit qu'on avait eu un excès de 30 000 morts du Covid. C'est un chiffre discutable, mais qu'importe. Il y a 30 000 accidents domestiques par an en France. On nous a jamais dit qu'il fallait surtout pas rester chez nous à cause de ces accidents domestiques. Donc, ça veut dire, mettez le focus. En fait, j'ai envie de dire aux Français, j'ai envie de les protéger là où ils doivent être protégés. Il
il y a eu 30 000 morts dans un cas d'épidémie de Covid. Il y a 30 000 morts par an d'accidents domestiques. Donc, plutôt que de mettre toute l'attention sur le Covid, il est peut-être urgent de mettre l'attention sur les casseroles qu'on laisse à risque pour les enfants Les 80 000 morts des particules fines. et les 80 000. Alors, je ne sais pas si elles sont quantifiables de la sorte, mais estimation. Très bien. Mais effectivement, d'avoir une espèce de réflexion sur la vie qu'on mène et notre environnement. Voilà, donc il y a quand même eu beaucoup, il y a quand même mes amis psychiatres me rapportent quand même un état très préoccupant, non seulement du nombre de suicides qu'il y a eu pendant le confinement. Pendant le confinement, visiblement, alors on peut le comprendre. Imaginez, si je suis une personne seule et confinée et que je n'aime pas forcément beaucoup la solitude et que je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer, vous avez l'impression que c'est sans fin et donc effectivement et puis vous avez l'impression que c'est la fin du monde parce qu'on vous annonce que de toute façon on va tous mourir. Donc il y a quelque chose de tout à fait désespérant qui ne cadre pas avec la réalité, Donc ce que j'ai envie de dire aux Français, c'est travaillez vous-même pour essayer de cadrer avec la réalité. Et ne vous faites pas endormir dans un état de stress hypnotique. Pour moi, on est passé d'une hypnose Covid à une paranoïa Covid. La paranoïa, c'est de ne pas vous serrer la main. C'est de me tenir, de m'éloigner de vous comme si vous étiez le diable en personne, voilà. Et de se méfier de tout le monde. Si on est en bonne santé, pourquoi est-ce que je me méfierais de vous? Donc, si je suis une personne vulnérable, évidemment qu'il faut peut-être que je fasse attention. Mais il faut que je fasse attention comme en toute période hivernale, comme en toute période d'en rentrer en hiver, où nous savons que nous allons avoir la grippe. Donc, pour moi, c'est ça que je dirais aux Français, c'est revenez à des fondamentaux de compréhension de ce qu'est la santé et de ce qu'est votre état d'équilibre psychosomatique, c'est-à-dire l'esprit et votre corps. Et tout cela ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre.